Bonjour à tous, Simon Vesperini. Je suis content de vous retrouver ici aujourd'hui. C'est un événement particulier. La grande foire aux questions, la FAQ de fin d'année, c'est une idée que je n'ai pas inventée, je l'ai vue ailleurs et je l'ai aimée. Et puis ces dernières années, je ne l'ai plus trop vue, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une. C'était un moyen sympa d'être en contact avec les inscrits à mes contacts privés. Pour les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe ici, et c'est normal si vous n'êtes pas inscrit, en fait, ce sont les gens qui sont inscrits à mes contacts privés, qui font partie de mes contacts privés, qui reçoivent de l'info, qui reçoivent des bonnes idées, qui reçoivent des bonnes affaires, qui reçoivent des offres, qui reçoivent des promos, avec lesquels je communique, ceux qui peuvent aussi parler avec moi directement parce qu'ils reçoivent un email auquel ils peuvent répondre. Et cette fois-ci, eh bien, pour être utile, pour servir un petit peu les gens qui me font confiance, j'ai demandé à tout le monde s'ils avaient une question à me poser et effectivement pouvoir renseigner cette question en public, donc sur la grande FAQ de fin d'année. J'espère la faire les années suivantes aussi. Et j'ai été surpris, franchement surpris, et je vous en remercie, ça m'a fait plaisir, ça m'a touché, du nombre de questions que j'ai reçues. Alors pour la peine, je vais être obligé de le faire en 3 parties. Si je voulais répondre à tout le monde sur une seule vidéo, ça durerait trop longtemps et ça serait barbant pour tout le monde. Donc on va faire 3 vidéos, une dédiée à toutes les questions sur le Bélarus, une autre dédiée à toutes les questions sur la Corse et une dernière dédiée à toutes les questions qui concernent la liberté géographique. Pour moi, la liberté géographique, c'est la clé de voûte, c'est le plus important. Que vous vouliez habiter au Bélarus, que vous vouliez habiter en Corse, que vous vouliez habiter n'importe où, eh bien, vous ne pouvez pas le faire si vous n'êtes pas libre géographiquement. L'idée de dire je vais partir quelque part et puis je vais trouver un boulot, dans certains cas, si vous allez en Corse et que vous êtes qualifié, oui, ça peut très bien fonctionner, même s'il y a quand même des questions à se poser, ou s'installer par exemple. Mais si vous allez déménager en Russie, en Biélorussie, en Thaïlande, vous allez faire quoi? Vous allez trouver un boulot comme plongeur dans un resto, j'exagère, mais c'est pas un moyen de s'expatrier. Vous allez galérer, vous n'allez pas gagner votre vie. Donc la liberté géographique, pour moi, c'est le truc le plus important. On l'abordera dans la 3e vidéo. Pour les gens qui auraient aimé me poser des questions et qui n'ont pas pu le faire, c'est que vous n'étiez pas inscrit à mes contacts privés. Donc vraiment, c'est l'occasion que jamais, inscrivez-vous. Le premier lien qui est en description de cette vidéo, de façon à pouvoir la prochaine fois y participer et d'avoir tout le reste des infos aussi. On attaque de suite, alors je vous le dis, les gens qui m'ont envoyé des emails vraiment très longs, où ils m'ont fait part de leur situation, où ils m'ont posé un tas de questions, c'est chouette, ça me touche, ça me fait plaisir, mais je ne vais pas pouvoir répondre ici. Parce que c'est quelque chose qui souvent vous est personnel et ça me demanderait trop de temps. Donc éventuellement, je vais vous répondre par email. Après, quand on a des questions simples, efficaces, directes, voilà, je vais traiter celle-ci en priorité, là aussi, pour essayer de garder un format de vidéo gérable. Il y a des gens qui font des lives pendant 3 heures, mais c'est pas mon cas, j'aurais pas la patience de suivre un live pendant 3 heures. Donc de la même façon, je ne vais pas vous infliger une vidéo qui dure plus qu'il ne faut, plus que de raison. Première question. Tu m'as pas dit si je pouvais me présenter ton nom ou pas, donc par respect, je vais pas le faire. Salut Simon, quelles sont les différentes possibilités d'études en République du Bélarus? Est-il possible de s'inscrire à l'université pour apprendre le russe? Alors, au niveau des possibilités d'études, tu imagines, il y a toutes les facs, les universités, l'équivalent à nous du lycée, le primaire, tout le reste. Donc, au niveau des études, tu peux étudier un petit peu ce que tu veux. Après, c'est une question de souhait, une question de langue. On n'a pas énormément de cours en anglais. Et pourquoi les aurions-nous? D'ailleurs, en France, c'est pareil. En France, la plupart des universités, elles sont en français. Et donc ici, c'est la même chose, elles sont en russe. Pour la question suivante, donc est-il possible de s'inscrire à l'université pour apprendre le russe? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs universités. La principale, c'est l'université linguistique. Elle est à Minsk, à côté de la place de la Victoire. En tout cas, pas loin de la place de la Victoire. Et tu peux t'y inscrire. Et le fait de t'y inscrire pour un cursus complet peut t'ouvrir le droit à un visa étudiant. Moi, je ne connais que des cas qui ont étudié au mois, c'est-à-dire que tu arrives, on va évaluer ton niveau et on va te mettre dans un groupe qui a un niveau correspondant au tien. Et à ce moment-là, ça coûte, si je dis pas de bêtises, 350 € par mois. Approximativement, je fais la conversion dans ma tête, à peu près 350 € par mois. Après, il est certain que si tu t'inscris à l'année, c'est dégressif. Mais ne pensez pas que c'est donné, voilà. Ne pensez pas que choisir la voie du visa étudiant, c'est la solution la moins chère pour rester en Biélorussie, parce que c'est pas le cas. Mais par contre, ça a l'utilité effectivement de vous apprendre le russe, et puis ça vous permet
vous familiariser avec le pays, avec la ville, c'est pas dénué d'intérêt. Mais si vous ne vous inscrivez que pour avoir un visa étudiant, déjà gardez à l'esprit qu'un visa étudiant, il vous donne pas le droit de vivre, il vous donne le droit de suivre votre cursus, puis de rentrer chez vous, vous pouvez pas le convertir, et puis c'est pas la voie la moins chère. Il y a d'autres moyens d'apprendre le russe, des profs particuliers, il y a des écoles, il y a mon école, il y a d'autres écoles, mais il y a plein de possibilités d'apprendre le russe, et pour cause, c'est comme si vous vouliez apprendre le français en France, c'est pas les moyens qui manquent. Ici, c'est pareil. Et pour répondre à ta question, oui, tu peux t'inscrire à l'université pour apprendre le russe. Question suivante. Bonjour Simon, quel quartier de Minsk recommandez-vous pour s'installer, centre-ville ou périphérie? Alors, je vous dirais, on se vous voit, hein. Vous savez que moi j'ai un problème avec le tutoiement, le vouvoiement. Quand je rencontre quelqu'un, bah, c'est sûr, j'ai envie de le tutoyer. Quand je le connais pas, ça me vient naturellement de le vouvoyer. Donc là, vous me vouvoyez, je vous vois, ça me paraît logique. Hein. Dans certains cas, je tutoie les gens, je pense que c'est pas très important. On fait ce distinguo là en français, moi qui suis habitué, hein, le plus gros de ma vie, je l'ai passé en anglais, donc cette notion de you, pour moi, elle est assez universelle. Donc, ça dépend de vos préférences. Il y a des gens qui vont être contents dans le centre-ville de Minsk. Quand je dis le centre-ville, c'est l'hypercentre. Hein. Minsk n'est pas comme Paris. On n'a pas un centre qui est beau, qui est entretenu, qui est chouette, et des banlieues pourries autour. C'est pas du tout comme ça. On a un hypercentre qui est, on va dire, le centre historique, le centre ancien, même s'il n'est pas vraiment historiquement, mais bon, le centre ancien, où on a principalement les cafés, les bars, les restos, les boîtes pour sortir. C'est vraiment là que la plupart sont, pas que là, mais on va dire beaucoup sont là. C'est le centre touristique, c'est là que les touristes vont se loger, par exemple. Mais on a plein de quartiers qui sont souvent préférés par les Biélorusses. Là aussi, c'est pas comme à Paris. Les Parisiens, ils préfèrent habiter dans le centre qu'en banlieue, pour la plupart. Mais les Biélorusses, ils veulent pas vraiment du centre. Pourquoi? Parce que le centre, il est plus bruyant, il est plus animé. Je discutais tout à l'heure avec un client qui a pris un appartement non loin de moi sur l'artère principale, en plein centre. Et maintenant, il veut déménager pour un quartier plus excentré parce qu'il va y trouver plus de calme, sachant que on est plus proche souvent des centres commerciaux, on est plus proche de certains parcs. Donc c'est vraiment ce que vous recherchez. Si vous voulez, comme moi, voir les copains au café, aller déjeuner avec l'un, avec l'autre, être à proximité quand j'ai des rendez-vous avec les gens, dire où vous êtes, oh ben j'arrive, à ce moment-là, effectivement, l'hypercentre, il est pratique. Après, si vous voulez avoir une vie plus tranquille, tout en étant à proximité des salles de sport, des parcs, des forêts, des lacs, des rivières, je dirais que l'hypercentre, c'est pas forcément l'endroit à privilégier. En sachant que l'hypercentre, c'est pas non plus le plus cher. Il y a des beaux quartiers. Je pense par exemple au nord-ouest, le quartier de Drozdy, le quartier de Lebiaji, qui sont plus recherchés, qui coûtent plus cher et qui sont plus modernes et certainement plus agréables sur certains aspects que l'hypercentre. Il y a des quartiers plus neufs aussi. Les Biélorusses préfèrent les quartiers plus neufs à l'hypercentre. Dans l'hypercentre, on a des étrangers, et souvent des personnes âgées qui sont nées là, qui ne veulent pas déménager parce qu'elles y ont leurs habitudes. Donc, répondre à cette question, c'est difficile, ça dépend de vos attentes. Suivant. Monsieur, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je trouve vos vidéos très intéressantes que je regarde avec attention. Bonne journée, j'ai très apprécié la vidéo sur les bateaux. Eh bien, ma foi, merci beaucoup. Merci de me suivre, merci d'apprécier ce que je fais, je me donne du mal quand même. Hein. Et les bateaux, on pourra en reparler un jour, ça intéresse des gens, on pourra reparler des bateaux, c'est une belle partie de ma vie, les bateaux. Mais c'est vrai que j'ai pas grand-chose à apprendre à quiconque en matière de bateaux. Évidemment, à celui qui n'y comprend rien, oui, je peux lui apprendre des choses. C'est pas là que je m'estime le plus utile. Par contre, parler de mode de vie alternatif et inclure dans cela le bateau, ouais, j'ai trouvé ça chouette et j'avais fait une vidéo là-dessus, vidéo qui m'avait beaucoup intéressé quand je l'ai faite, ça m'a vraiment passionné de faire cette vidéo. Et puis à l'avenir, si ça intéresse des gens, on peut revenir là-dessus bien volontiers. Bonne fête également. JP, question suivante. Bonjour, puis-je acheter un T2 à Minsk pour faire de la location touristique pour 30 000 €, puis faire un stage linguistique d'anglais pour ma fille collégienne à Minsk? Bon, on peut acheter un studio pour 30 000 € à Minsk, oui. Il va pas être beau, il va pas être dans les meilleurs quartiers, loin de là, et la location touristique, pour la peine, elle aura vraiment du plomb dans l'aile, parce que si je viens à Paris en tant que touriste, je vais vouloir louer quelque chose qui est pas loin des attractions touristiques. Je vais pas vouloir louer à la Courneuve, par exemple. Bon, on n'a pas l'équivalent de la Courneuve à Minsk, qu'on soit clair.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est Minsk, c'est pas Bagdad non plus. Donc on peut commencer à investir dans quelque chose sans travaux, quelque chose de neuf, quelque chose de bien, à partir de 50 000 euros. Et là, on commence vraiment. J'ai en préparation une vidéo là-dessus, spécifiquement sur ce type de petits investissements à grosse rentabilité. Donc là-dessus, ouais. Après, si on veut faire du Airbnb, ça sous-entend qu'on est dans l'hypercentre, qu'on est dans les zones recherchées. Et là, franchement, à 30 000 euros, on n'achète pas un appartement, même pas à rénover. Parce que c'est Minsk, c'est pas Bagdad après les bombardements. Quand même pas. Pour ce qui est de faire un stage à une collégienne en anglais à Minsk, alors je ne vais pas dire que c'est pas possible, je pense que ça l'est. Je pense que ça l'est dans certaines écoles privées, certaines écoles privées qui dispensent d'enseignement en anglais. Après, je dirais que faire un stage linguistique en immersion, en anglais, je conseillerais plutôt une ville anglophone qu'une ville russophone. Mais oui, si vous aimez Minsk et que c'est vraiment là que vous voulez que votre fille fasse son stage d'anglais, pourquoi pas, il doit y avoir des possibilités. Mais pour moi, ça coule pas de source. Question suivante. Salut Simon, je souhaite m'expatrier en Biélorussie et je compte vivre du trading en crypto. Sachant qu'en crypto, on ne paie pas d'impôts en Biélorussie, oui, effectivement, c'est la vérité aujourd'hui, je voudrais investir également dans l'immobilier en France. Sachant que j'aurai des impôts à payer en France à cause de mes loyers, donc on se comprend, hein, de revenus fonciers, donc est-ce que je peux être embêté à cause de mes gains crypto au Bélarus puisque j'aurai toujours un lien niveau fiscal avec la France? Alors, Régis, pour te répondre, c'est compliqué parce que ça dépend de ton statut. Est-ce que tu vas être résident fiscal du Bélarus ou résident fiscal en France? Où est-ce que tu vas vivre? Tes revenus en France, est-ce qu'ils sont au travers d'une société ou est-ce qu'ils sont en nom propre? Tes revenus au Bélarus, ils sont au travers d'une société ou ils sont en nom propre? Te donner une réponse, il faudrait connaître tous ces paramètres-là. Mais on va dire qu'en général, pour que tu sois exonéré donc sur tes gains crypto, il faut que tu vives en Biélorussie, que tu sois résident fiscal en Biélorussie. Je ne sais pas si tu l'intégrais, mais en pratique, c'est ça. Partant de là, sur la base de la fiscalité internationale, les revenus qui sont perçus dans un pays sont taxés dans un pays. Donc, tes revenus fonciers, ils seraient taxés en France, là où l'activité est générée, et tes gains crypto, perçus en Biélorussie, sur ton compte biélorusse, seraient taxés, dans ce cas non taxés, en Biélorussie. Après, en pratique, le vrai challenge, c'est pas de convaincre la Biélorussie de payer des impôts dans le pays, hein. Ils sont bien contents, c'est logique. Le vrai challenge, c'est se débarrasser du fisc français. Et franchement, de ce que j'en ai vu en pratique, on m'a dit « Oh là, c'est très compliqué, ils te lâchent pas ». Ce que j'en ai vu en pratique jusqu'à présent, avec mes clients, avec diverses personnes expatriées, ça m'a l'air, en pratique, franchement simple. Donc, pour te répondre, si on imagine ce cas-là, hein, tes revenus fonciers ils sont taxés en France, tes revenus crypto ils sont taxés, donc dans le cas présent détaxés, en Biélorussie parce que ton activité de trader elle est basée dans ton pays de résidence en Biélorussie et ton activité d'investisseur immobilier elle est basée en France puisque ton immobilier est en France. Pour les gens qui sont intéressés par la fiscalité internationale, donc par les questions que l'on a abordées là très très brièvement, on va vraiment aller en profondeur dans une vidéo à venir avec un ami, avec quelqu'un que j'apprécie de par la personne qu'il est, mais ses compétences aussi, qui est un spécialiste. Vous avez sa chaîne sur YouTube, elle s'appelle Callistémis, il s'appelle Guillaume, et j'ai en prévision, vraiment sur ce sujet-là, de faire une vidéo avec lui, pour rien vous cacher, on la prépare, et désolé Guillaume si j'ai vendu la mèche. Question suivante, Thomas. Salut Thomas. Salut Simon, j'espère que tu te portes bien. J'ai découvert ta chaîne grâce à Kublai. Bon, quelle surprise. Je te salue Kublai, au demeurant. J'avais une question au sujet du Bélarus. Peux-tu nous raconter ta fuite de la France vers le Bélarus en urgence? Bien à toi Thomas. Merci Thomas de ton email. Merci de ta sympathie. Oui, je vais raconter l'histoire parce qu'elle est, je pense qu'elle est amusante. Alors, j'habitais en Russie. J'habitais à Saint-Pétersbourg. Je n'avais aucunement l'intention de changer quoi que ce soit, j'étais très bien où j'étais. Mais à cette époque-là, j'avais encore besoin de me rendre vraiment régulièrement en France. Quand je dis vraiment régulièrement, c'est peut-être 3-4 fois par an, pour le temps qu'il fallait en fait, de par mes activités professionnelles en Corse, donc j'y retournais assez régulièrement. On était en fin février 2020,
que le temps passe vite, d'ailleurs, ça fait bientôt 2 ans, c'est fou. Et je suis rentré en Corse pour, selon moi, 2 semaines, 3 semaines. J'avais mon appart à Saint-Pétersbourg, j'avais mes affaires à Saint-Pétersbourg, dans mon appart, j'avais mes amis, ma vie là-bas. Hein. Et donc, je dis, bah, salut les gars, on se voit dans 3 semaines. J'arrive en Corse, je fais les trucs que j'ai à faire, je regarde mon bateau, j'entretiens un peu mon bateau. Et là, j'entendais déjà parler aussi hein, du coronavirus. Et d'ailleurs, la Russie avait déjà fermé sa frontière avec la Chine. Mais je pensais que c'était un truc genre la grippe aviaire et qu'on n'allait pas retourner la planète pour ça, quoi. En France, la rumeur commence à enfler le coronavirus, et là, un jour, un soir, un certain banquier à la télévision, j'ai pas de télé mais je suivais ça sur internet, en direct, le coup de massue, il enferme le pays entier. Et là, je réalise que je peux pas repartir en Russie, que je suis coincé là. Pour la première fois de ma vie, moi qui n'ai jamais été arrêté, qui n'ai jamais été mis en garde à vue, qui a encore moins été mis en prison, ben je suis prisonnier. Je n'ai plus le droit de quitter le pays, mais j'ai même plus le droit de quitter mon domicile. Donc, je vais sur mon bateau et puis j'attends que ça passe. Les 2 semaines, bon, je ne vais pas vous raconter, hein, ça fait 2 mois et demi. Puis on arrive au printemps, l'été, je suis bien en Corse et je ne peux pas retourner en Russie parce que les frontières sont fermées. À ce moment-là, avec Kublai, on essaye vraiment de trouver une solution, on l'a pas, je contacte une amie qui est avocate à Saint-Pétersbourg, je dis mais sors-moi de là, ramène-moi chez moi, et ça marche pas, on ne trouve pas de solution. Et moi je me dis mais il n'y a pas moyen que je reste là en France avec toute l'ambiance que l'on connaît, puisque bon, pour moi le corona machin, c'est le truc en plus, le truc en trop diront certains, mais franchement, ce n'est qu'un truc en plus. Il y a 50 000 raisons de quitter la France. Je peux vous en citer, mais j'ai pas besoin, parce que si vous me suivez, vous savez ce que je pense, et si on est là, c'est parce qu'on pense la même chose. Donc c'est pas la peine que je fasse bloquer ma chaîne pour vous dire toutes les raisons pour lesquelles on n'a pas trop envie de rester en France, vous les connaissez. Le corona machin, c'est le truc en plus, c'est le truc qui franchement vient couronner la cerise sur le pompon, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc on est fin de l'été, et je me dis, il faut que je me barre de là. Et l'idée qui me vient, c'est de retourner en Ukraine, parce que j'ai habité l'Ukraine. C'est pas la Russie, ça n'a pas grand chose en commun, mais c'est russophone, en partie. Et puis je sais où je vais aller, donc mon idée c'est retourner en Ukraine et attendre que les frontières russes réouvrent pour entrer chez moi à Saint-Pétersbourg. Et puis, au détour d'une discussion avec un ami, tu l'as cité, on va pas le citer en longueur de vidéo, il va finir par se dire qu'il y a un truc après lui, mais il me dit, pourquoi tu tentes pas la Biélorussie? Je faisais déjà partie à l'époque des Nouveaux-Russiens. Donc pourquoi tu tentes pas la Biélorussie? Je dis parce que j'y connais personne, j'ai sorti avec une fille biélorusse, elle était très gentille, mais c'est tout ce que je peux dire. Mais je me dis, pourquoi pas, je vais tenter le coup quand même, autant ça me plaît, qui sait, Minsk, il m'en avait vraiment parlé en bons termes, lui qui connaissait, donc je dis ouais, pourquoi pas. Je comptais pas y vivre, hein, mais juste attendre que les frontières russes réouvrent. Sur à peu près la même période, j'ai un ami qui était haut placé dans l'administration, qui me dit, regarde Simon, si tu veux partir, faut vraiment que tu t'actives parce qu'il y a un nouveau confinement qui se prépare. Alors moi, je le disais depuis le mois de fin avril 2020, je disais, mais vous verrez, leur fameux monde d'après, ils comptent bien le mettre en œuvre. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier confinement. Il y aura d'autres confinements, il y aura la vaccination obligatoire. Je le disais déjà à l'époque, c'était clair. Pour les gens qui ont compris le narratif, qui ont compris où cela mène, ça n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Et d'ailleurs, malheureusement, hein, je m'en réjouis pas, mais l'histoire depuis nous a donné raison. Donc, je savais qu'il y aurait un autre confinement, mais là, j'en avais la date. On m'a dit à peu près ça va être cette date-là. Et moi, j'avais en tête Minsk, la Biélorussie, sans trop chercher à comprendre. J'ai pris mes clics et mes claques, pas tout, hein, un petit peu de trucs, et je suis parti. Quand je suis arrivé là, j'ai pas trouvé la Russie, j'ai pas trouvé Saint-Pétersbourg, pas du tout. J'ai trouvé un pays complètement différent que je connaissais pas, où je comprenais rien. Et un ami, un nouveau Russien depuis, que je salue, Nico, je peux le citer, et on est là entre nous de toute façon. Là c'est la FAQ, on est là entre nous. Donc Nico, que je ne connaissais pas à l'époque, me contacte, il me dit voilà, je connais un mec à Minsk, il est intéressant, tu peux le contacter de ma part si tu as besoin, on sait jamais. Le temps passe, 1 semaine, 2 semaines, mais moi j'étais là sans visa, j'avais un régime sans visa pour 30 jours. Donc je savais que dans pas longtemps, il fallait que je reparte. Donc je le rencontre. Et ce type, on a fait vraiment, c'est une super rencontre.
De suite, on a accroché, de suite, les choses sont bien passées, et de suite, il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu comptes faire au Bélarus? C'est quoi tes projets ici? Parce que moi, je connais du monde ici, je connais du monde là. Tiens, d'ailleurs, j'ai un rendez-vous dans tel bureau de l'immigration avec le responsable, je t'amène avec moi. Le truc, c'est que moi, à ce moment-là, j'avais pas encore pris la décision de rester, hein. Je savais pas, je connaissais rien, je comprenais rien. Mais je me suis dit, je vais le suivre. Entre-temps, je fais un peu plus la connaissance de la ville, et franchement, je me dis, tu es bien là, en tout cas pour l'instant, on verra plus tard. Et je me suis dit, allons à ce rendez-vous et voyons ce qu'on me dit et voyons le ressenti que j'en ai. Je suis allé, on a parlé de mes projets professionnels que je n'avais pas forcément en tête pour le Bélarus, mais que j'avais en tête, c'est-à-dire une aide à l'investissement, un conseil dans l'investissement immobilier, mais dans l'investissement en général, une aide en termes de mobilité. J'avais déjà cette idée d'accompagnement dans des changements de vie, de liberté géographique, d'aider les gens à changer de pays, à devenir libres géographiquement pour vivre là où ils voulaient. Donc j'avais déjà tout ça en tête. Et juste, j'en parle avec le mec avec lequel j'ai rendez-vous, donc le directeur du bureau de l'immigration. Et le type, je vais pas dire il me déroule un tapis rouge, loin de là, il n'est pas là pour ça, mais il m'a donné vraiment des bons conseils. Il m'a vraiment guidé sur comment je pouvais développer mon activité, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas le faire? Donc, j'avais quand même le besoin de retourner en France parce que, contrairement à mes clients maintenant auxquels je donne toute la marche à suivre, auxquels j'accompagne de A à Z dans tout ce qu'ils ont à faire, moi j'étais seul, je ne savais pas comment le faire. Donc je suis reparti en France. Il a fallu que j'aie une lettre spécifique pour que on me fasse un visa en France parce que c'était le confinement en France. Et tout était fermé, ils n'étaient pas censés recevoir du public, ça a été le stress passé au travers des frontières fermées. Aujourd'hui, il n'y a plus d'inquiétude. Quand les gens me disent « Mais Simon, je m'inquiète, ils vont fermer les frontières, je ne pourrai plus partir de France », je dis « Oh là, vous inquiétez pas, vous stressez pas, on fait comme ci, comme ça, les justificatifs. » Mais à l'époque, putain, je ne savais pas. Je m'en suis rendu malade de stress, de ne pas pouvoir revenir à Minsk, à laquelle je m'étais déjà franchement attaché, et de me trouver bloqué en France. Je m'en suis rendu malade du stress. Et j'ai eu mon sésame, mon visa. Je suis revenu au Bélarus. Et là, il m'a fallu bien 4-5 mois pour faire ce que maintenant on fait pour nos clients en 2 mois. Il m'a fallu 4-5 mois comprendre comment créer une société, comment obtenir un permis de travail, comment obtenir un permis de résidence. J'ai galéré, ça a été beaucoup de stress pour moi, mais quand Kublai m'a dit « Regarde, c'est bon Simon, on a trouvé la solution, on peut te ramener en Russie en faisant comme ci et comme ça. » Je dis « Écoute, je vais te dire un truc, tu vas pas me croire. » Il m'a dit « Oh putain, je l'ai vu venir. » Et je lui ai dit « Je suis bien ici pour l'instant, j'ai pas envie de repartir. J'ai tout ce qu'il me faut, j'ai tout ce dont j'ai besoin et je suis heureux ici. » Et on a eu cette discussion, ça fait plus d'1 an en arrière, et ça fait plus d'1 an, je suis là. J'ai toujours pas pensé à m'en aller, il n'y a toujours pas un moment qui m'ait donné envie de repartir. J'ai la chance d'avoir pu rencontrer et ramener ce que j'estime que la France produit de mieux. Les mecs les plus chouettes que la France peut produire, ça a été mes clients, ce sont mes copains, je les ai ramenés ici. J'ai ramené le meilleur de la France ici. Et puis, j'ai un super pays qui me comble à tous les niveaux. Ça ne veut pas dire que tout ce que je laissais en France, c'était pas bien. Mais je veux dire, parmi les gens qui sont venus me rejoindre ici, j'avais l'habitude de dire 39-45, la France était à Londres. Et puis, 2000, je ne sais pas quand, la France est à Minsk. Et effectivement, j'ai souvent ce sentiment-là. On est en territoire libre, on a quitté la zone occupée, et je ne regarde pas en arrière. Donc, sorry si l'histoire était longue, mais j'aime bien la raconter. Question suivante. Bonjour Simon. Dans l'hypothèse d'une expatriation au Bélarus, peut-on envisager de vivre à la campagne en ayant les commodités de transport? En ayant peut-être à la fois ce compromis ville-campagne, merci beaucoup. Je ne vais pas vous citer vos prénoms, mais visiblement, ton épouse est slave. Peut-être pas russe, peut-être pas biélorusse, mais en tout cas slave à son prénom, et je vous salue tous les deux. Alors, oui, on peut tout à fait habiter au Bélarus à la campagne et avoir des transports pour aller à la ville. Bon, déjà, à commencer par sa voiture. Faut savoir que Minsk est entouré par la campagne, par la forêt, par la nature. Donc, dès qu'on est légèrement à la lisière de Minsk, on est dans la forêt, on est dans la campagne. Et on a des bus, et avec une voiture, on vient facilement dans le centre. On a aussi les microbus, on a aussi les trains. Donc, effectivement, on peut avoir ce compromis. Mais ce compromis, on peut l'avoir même en vivant dans Minsk. Il y a des quartiers de Minsk où on a la campagne, on a la forêt, sous forme évidemment de parcs entretenus. C'est pas
c'est pas une contrée sauvage, mais on a la nature dans Minsk aussi. Mais pour répondre strictement à ta question, oui, tu peux tout à fait habiter en périphérie proche de Minsk, à la campagne complètement, et prendre ton bus pour venir en ville, prendre ton microbus, prendre ton train ou prendre ta voiture en étant allé à 10 minutes de Minsk et à 30 minutes du centre-ville. Parce que ne l'oublions pas, Minsk est très grande. Minsk est plus grande que Paris. Donc quand on est à l'extrémité périphérique de Minsk pour venir au centre, un peu de circulation, on a vite fait 30-40 minutes de route. Et quand je dis un peu de circulation, c'est pas les bouchons à la parisienne. On roule la majorité du temps. Paris, 30 minutes, c'est faire un boulevard. Mais c'est parce que tout est bloqué. Ici, non, c'est pas bloqué. C'est simplement parce que c'est loin. C'est parce qu'on fait 30-40 km. Voilà. Question suivante. Cher Simon, merci pour la qualité de vos vidéos et surtout pour la pertinence superlative de vos commentaires. Merci beaucoup. Ma question, est-il réaliste de vivre sa retraite en Biélorussie en 2022 ? Merci pour cette information, acceptez mes vœux chaleureux de vif succès pour tous vos projets, prenez soin de vous, nous avons besoin de vos éclairages pour définir au mieux un avenir presque serein. Merci beaucoup de votre email. Il n'y a aucune raison aujourd'hui d'imaginer un avenir qui ne serait pas serein. Il faut par contre réaliser qu'on est maître à bord et que ce n'est pas un gouvernement, un tel, un président ou un député qui va changer votre vie, mais vous-même. Aujourd'hui, comme hier, comme demain. On a nos vies en main. Le jour où on le réalise, ça fait lourd sur les épaules. Mais c'est quand même vachement libérateur. Et visiblement, vous êtes dans cette démarche-là, vu que vous envisagez de quitter ce qui ne vous plaît pas pour arriver quelque part où ça vous plaira plus. Alors oui, c'est totalement réaliste de vivre sa retraite en Biélorussie. Pourquoi ça ne le serait pas? Alors peut-être pour percevoir sa retraite. Bien, sachez que j'ai des gens installés ici, clients dont je préserve l'anonymat, mais qui perçoivent leur retraite ici, sans difficulté particulière. Il faut avoir un contact avec sa caisse retraite, de façon à leur expliquer où faire les virements, comment faire les virements. Mais aujourd'hui, ça ne pose pas de problème de percevoir sa retraite au Bélarus et de vivre ici normalement. Pas de difficulté, voire même des avantages fiscaux certains, énormes. Mais là, après, c'est le détail. Si vous voulez plus d'infos concernant vraiment la fiscalité de votre retraite, là, contactez-moi en privé, on en parlera. Mais voilà. Grosso modo, pour répondre, un gros oui, massif, oui, franc, oui, si ça se dit comme ça. Suivant, salut Simon, les professionnels de santé biélorusses sont-ils fiables, que l'on soit patient, touriste ou expatrié? Alors, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, je ne vais pas m'étaler dessus. Dans certains cas, oui, dans certains cas, non, c'est comme n'importe où dans le monde. Il y a des bons médecins, il y a des pas bons médecins, souvent sur recommandation. Après, quand il s'agit des urgences, on n'est pas en France, On ne va pas faire la queue pendant 12 heures pour avoir accès aux urgences. On appelle une ambulance, elle vient de suite. On arrive aux urgences, on est pris en charge de suite. Après, si on parle un bon, un mauvais médecin, comme ailleurs, il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a sans doute même des mauvais. Mais pour les urgences, si on compare à la France, c'est efficace. Parce que contrairement à la France, les hôpitaux, ils ne sont pas en train de crever parce qu'ils n'ont pas de budget, quoi. Ils sont financés, il y a largement suffisamment de places, de lits, et il y a des hôpitaux tout neufs qui sortent, donc pas de souci là-dessus. Après, pour le praticien lui-même, faut connaître comme ailleurs. Question suivante, intéressante, plus longue. Bonjour Simon, que proposes-tu concrètement, en majuscule, pour émigrer au Bélarus? Différents cas de figure, avec ou sans épargne, avec une grosse retraite ou une petite retraite, avec ou sans activité sur le net. Pour la suite, pour ma part, j'ai décidé d'émigrer en janvier 2022 en Roumanie, à la frontière ukrainienne, en attendant d'avoir tous les éléments avant de quitter l'UE. Sur ce point, vous avez raison. Sur l'autre point, il est sujet à caution. Si la Moldavie était fiable, voilà, beaucoup de choses. Alors, principalement, qu'est-ce que je propose concrètement pour émigrer au Bélarus? Alors déjà, c'est une démarche qui est sur mesure. Il n'existe pas la solution pour tout le monde. Pour émigrer au Bélarus, il faut faire ça. C'est pour ça que, concrètement, dès qu'il y a quelqu'un qui est sérieux pour venir vivre en Biélorussie, tout commence par un consulting, un entretien vidéo, comme je l'ai là, en tête-à-tête, ensemble, pour définir votre situation, vos attentes, vos projets, et surtout vous donner la marche à suivre, comment le faire en pratique, étape par étape, déjà comment sortir de France, puis comment venir en Biélorussie, puis après comment s'y établir, trouver un logement. Et là, spécifiquement selon votre cas, si vous êtes retraité, je ne vais pas vous donner les mêmes éléments, la même marche à suivre que si vous êtes un jeune entrepreneur qui doit créer sa société. Si vous voulez investir dans l'immobilier, je ne vais pas vous parler de la même façon
que le type qui n'a pas suffisamment de patrimoine pour investir. Il n'y a pas de solution adaptée à tout le monde. Par contre, il existe la meilleure solution pour chacun. Donc c'est pour ça que concrètement, pour moi, tout commence par une étude personnalisée de votre cas. Après, concrètement, je propose aussi au travers de ma société biélorusse, elle a moi, évidemment, mais sans doute plus important encore, elle a son avocate qui est spécialisée en immigration, elle a sa traductrice franco-russe et elle a sa comptable fiscaliste. On a aussi des gens avec lesquels on travaille pour l'investissement immobilier et diverses choses comme ça, certaines banques pour rapatrier des fonds et diverses choses comme ça. Après, concrètement, donc au-delà du consulting, ma société peut vous accompagner de A à Z, tout faire pour vous, depuis vous récupérer à l'aéroport jusqu'à ce que vous soyez pleinement installé avec votre permis de résidence en bonne et due forme, tout à fait légalement, logé, avec éventuellement une société créée si vous en avez besoin, ainsi de suite. Donc, concrètement, on peut tout faire. Ensuite, c'est du perso. Il y a des gens qui ne veulent que le consulting initial, qui disent voilà, moi j'ai pas beaucoup d'argent, Simon, donne-moi toutes les solutions et je vais les mettre en pratique moi-même. Après, je vais pas vous mentir, si vous n'êtes pas, même si je vous donne, et c'est ce que je fais systématiquement, je vous donne toute la marche à suivre, je vous montre tous les papiers et comment les remplir, ou dans quel bureau aller. Si vous n'êtes pas un minimum aguerri à l'expatriation, si vous n'avez pas quitté la France, ou vous avez vécu dans des pays de l'Union européenne, où grosso modo c'est pas une expatriation, c'est un déménagement, tout faire seul, même si je vous explique tout en amont, ça va pas être facile. Si vous êtes aguerri, si vous êtes débrouillard, vous pourrez le faire. Pour les autres, l'accompagnement sur place, il est quasiment incontournable. Je ne vais pas vous vendre du rêve, vous dire je vais tout vous expliquer, vous allez vous en sortir tout seul. Certains, oui, mais beaucoup, non. Et à un moment, il n'y a pas de honte à ça. Hein. Moi, j'ai embauché des gens pour qu'ils m'aident dans divers domaines. Dans le sport, quand j'ai voulu me mettre à la muscu sérieusement, sans me blesser, en ayant des résultats, je l'ai fait. Quand j'ai voulu créer un business sur Internet, j'ai pris quelqu'un qui m'a formé, on le connaît d'ailleurs. Quand j'ai voulu apprendre à investir dans divers domaines, j'ai pris des gens spécialistes dans ces domaines pour m'aider. Je préférais faire ça plutôt que me planter et je vous engage à en faire autant. Et encore une fois, cette question, je vous remercie de me l'avoir posée parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je mets beaucoup en avant. Disons que j'ai suffisamment de clients pour l'expatriation en Biélorussie. Je suis pas quelqu'un qui fait dans le volume. J'essaie pas d'avoir un maximum de clients et puis d'un autre côté, j'essaie pas non plus de ramener un maximum de Français dans le pays. C'est pas mon objectif. Hein. Je suis pas là pour en ramener un max et je suis pas là pour faire un max non plus. C'est pas ma façon d'aborder les choses. Au-delà, quand on prend quelqu'un en accompagnement sur un projet d'expatriation, c'est beaucoup de responsabilités. Et c'est beaucoup de temps et c'est beaucoup de boulot. Même les gens qui ne voudraient pas de l'accompagnement complet parce qu'ils disent voilà, moi je suis habitué à m'expatrier, je peux être autonome, dis-moi juste Simon tout ce que je dois faire étape par étape, on étudie mon cas et tu me dis comment je dois le faire, ce que je dois faire. Même pour celui-là, je suis quand même disponible pendant toute la durée de son processus d'expatriation. C'est-à-dire qu'il peut me poser n'importe quelle question quand il veut, 24 heures sur 24 et je vais lui répondre dès que je peux si je dors pas. Et de ce fait, si j'avais 10 clients en même temps, je ne pourrais pas m'occuper comme il se doit de chacun. Ce sont des choses qui sont trop importantes à mon sens dans une vie, le jour où on change de pays, pour que je dise je suis pas dispo, on en parlera après-demain. Donc voilà pourquoi c'est quelque chose que je mets pas beaucoup en avant, parce que j'ai suffisamment de clients et je suis pas un maximaliste. Vous savez, pour moi, dans la vie, quand on en a assez pour vivre, c'est bien, après, faut vivre, quoi. Donc voilà pourquoi, mais je te remercie de ta question parce que ça me permet de mettre un peu en avant ce que je fais, alors que d'habitude, effectivement, je n'en parle pas parce que j'ai pas vraiment besoin d'en parler. Mais maintenant, ceux qui veulent savoir, ils savent. Pour la suite, s'installer en Roumanie, à la frontière ukrainienne, c'est rester dans l'Union européenne, c'est gagner du temps. Aujourd'hui, je pense bien que la vie est bien plus agréable en Roumanie qu'en France, je pense qu'il n'y a pas de comparaison, mais ça fait partie du même pays, en tout cas de la même fédération, il n'y a pas de frontières. S'il y a donc ce que vous avez aujourd'hui en France, vous l'aurez demain en Roumanie. C'est pas un plan de vie, mais c'est une retraite temporaire, et si temporairement vous y trouvez votre bonheur, ma foi, c'est très bien aussi. Moi, cette erreur-là, je l'ai commise. Je me suis installé en Finlande, je suis resté dans l'Union européenne, et j'ai fui ce qui me gênait en France. Jusqu'à ce que ça me rattrape en Finlande. Je ferai une vidéo là-dessus. Quand je parle de ces choses-là, c'est parce que je les ai vécues, c'est parce que cette erreur-là, je l'ai commise avant.
Qu'est-ce que je pense de la Moldavie? Est-ce que c'est fiable? Scandale à la ponction des comptes bancaires privés en 2015. Franchement, je ne peux pas parler de la Moldavie. J'y ai jamais vécu, je ne sais pas. Ce que je sais de la Moldavie, c'est que, comme l'Ukraine, c'est tombé dans l'escarcelle des atlantistes, que c'est un truc dans lequel l'Union européenne, les États-Unis ont leurs mains et qu'ils contrôlent plus ou moins. Moi, je connais l'avenir de ces endroits-là. C'est que ça finit façon Union européenne, et c'est pas le pire, parce que ça peut finir façon Libye ou Ukraine aussi, ce qui est pire. Donc, je ne connais pas, mais ça m'inspire pas. Voilà pour la Moldavie. Suivante. Salut Simon, j'ai une copine en Ukraine, je souhaiterais vivre avec elle. C'est un très beau projet, je t'envie. M'expatrier à Kiev ou dans les Carpates ukrainiens, très très joli coin. Connais-tu les imbroglios administratifs, sachant que j'ai un passeport français et que je souhaiterais vivement abandonner ma domiciliation fiscale en France? Merci pour ta réponse éclairée. Alors, merci à toi de me poser ta question. Ma réponse ne va être que partiellement éclairée. Parce que autant je connais bien les ficelles de l'immigration en Biélorussie, autant j'ai vécu en Ukraine, mais je n'ai pas toutes les ficelles. Ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'Européen, tu as le droit sans visa de rester 3 mois sur le territoire, et qu'au bout de 3 mois, tu peux sortir un jour et re-rentrer, rester encore 3 mois, et que même si tu restes plus de 3 mois, on va te faire une remarque à la frontière, te donner une petite amende, mais tu pourras ressortir et re-rentrer quand même aussi longtemps que tu le voudras. Puisque l'Ukraine, elle est un peu comme ça face à l'Union européenne, face aux États-Unis, ils en ont clairement besoin. Et de ce fait, quand tu arrives en Ukraine, tu es un peu comme une vache en Inde, tu vois. On te vénère. Tu es européen, on te vénère. Donc, on va pas t'embêter. Ensuite, pour être domicilié fiscalement en Ukraine, il ne faut pas sortir au bout de 3 mois, je l'imagine. Il faut avoir un titre de résidence en Ukraine. Il faut y passer plus de 6 mois par an, plus de 183 jours, me semble-t-il. À ce moment-là, je vais te raconter des bêtises si je vais trop loin dedans. J'imagine que si tu te maries, tu as droit à un permis de résidence. J'imagine que si tu y es employé, que si tu y as un business, tu as droit à un permis de résidence. Mais je l'imagine seulement, je ne l'ai pas fait moi. Moi, quand je suis resté en Ukraine, je suis resté avec la méthode que je t'ai donnée. Après, je peux pas t'en dire plus. Éventuellement, je connais des gens qui organisent des séjours, des expats, qui gèrent, comme moi je le fais en Biélorussie, comme Kublai le fait en Russie, l'expat en Ukraine. Éventuellement, je peux te présenter ces gens-là. Mais voilà, moi, ce sont là toutes mes compétences concernant l'Ukraine. Des fois, on peut avoir l'impression que je n'aime pas l'Ukraine parce que j'en parle en mal. À vrai dire, si j'en parle en mal, c'est parce que j'ai aimé l'Ukraine et je suis navré de voir l'Ukraine dans cet état-là. Question suivante. Fred. Salut Fred. Donc Fred nous dit « Bonjour, dans le cas d'une expatriation en famille, un porte-avions à déplacer, ouais, je veux bien le croire, aurais-tu une idée des frais de scolarité dans un établissement international si cela existe à Minsk? Plus largement, connais-tu ne serait-ce qu'une famille qui ait tenté le mouvement et non simplement des jeunes sans attache, le voilier léger, en te remerciant bien cordialement, Fred. Fred, c'est moi qui te remercie de ton email. Alors, je vais répondre à l'envers. Oui, je connais plusieurs familles, non pas qui ont tenté, mais qui ont réussi leur immigration en Biélorussie. Ils sont d'ailleurs super contents parce que le Bélarus est un pays qui est génial pour élever des enfants. Il y a plein de parcs, plein d'activités, plein de choses qui sont prévues pour les enfants. Le Bélarus est un pays qui aime les enfants. C'est un pays aussi qui aime les personnes âgées, qui ne les laisse pas dans des situations pourries dans la rue à faire la manche. Pour moi, un pays qui a prévu des infrastructures pour les jeunes et pour ces personnes âgées, c'est un pays qui aime les gens et c'est un pays en général que j'aime. On a à Minsk un tas de parcs. Il y a des parcs qui sont vraiment prévus pour les personnes âgées avec des activités, des danses, de la musique, tout ça, et aussi pour les enfants. Donc je connais plusieurs familles qui sont installées avec leurs enfants. Et ils se sont installés justement pour leurs enfants, c'est bien ce qu'ils me disent. Pour nous, on aurait continué à tolérer certaines choses. Mais on ne pouvait pas tolérer qu'on vaccine nos enfants de force, on ne pouvait pas tolérer qu'on leur inculque cette idéologie. On ne va pas rentrer dans les détails, vous savez de quoi je parle. Donc à l'école, on ne pouvait pas tolérer qu'ils soient en danger quand ils sortent dans la rue, qu'ils soient en danger quand ils sont à l'école. Et c'est pour nos enfants qu'on est parti. Ces gens-là sont super contents ici. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que quand on prend un gamin, 5 ans, 6 ans, 7 ans, il ne parle pas russe du tout, on le met à l'école normale, l'école publique, au bout de quelques mois, il parle russe sans aucun problème.
il apprend plus vite que ses parents qui vont à l'université ou à l'école pour apprendre, mais beaucoup plus vite, et je trouve ça fascinant. Les écoles privées à Minsk, il existe des écoles privées, internationales, en anglais. Combien elles coûtent? Eh bien, ça dépend lesquelles. J'ai fait une courte enquête parce que voilà, je ne connais pas exactement vos desiderata. J'ai le retour de mes clients qui ont scolarisé leurs enfants. J'ai contacté une ou deux écoles. On est entre 200 250 euros le mois jusqu'à 23 000 euros l'année dans la plus prestigieuse. Mais sincèrement, mon conseil, pourquoi parquer des enfants au milieu d'étrangers en Biélorussie? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça leur apporte? Si vous vivez ici, c'est pour vous intégrer ici, c'est pour que vos enfants soient demain des Biélorusses. Pour cela, l'école publique, c'est pas le système français. On n'a pas des trucs en ruine avec un système complètement en décadence, avec des profs, des instituts qui ont peur et qui se font frapper tous les jours. C'est pas ça du tout. L'école publique ici, elle est vraiment chouette. Donc, je vous dirais, pour des raisons d'économie, parce que c'est gratuit pour tout le monde, beau ça, y compris pour les étrangers, c'est gratuit. Et parce que c'est tout à fait au niveau, parce que ça produit les élites du pays, pourquoi pas mettre vos enfants dans une école publique? Mais voilà, pour ce qui s'agit du prix à l'année, on va dire qu'on est entre 3 4 000 euros et au-delà de 20 000 euros selon les études qu'on veut leur faire suivre. Pour donner un ordre d'idée à la louche. Donc, entre gratuit et plus de 20 000 euros. Suivant. Bonjour Simon, je voudrais connaître votre opinion sur les femmes du Bélarus et si ce pays présente des opportunités de rencontre, car cela peut aussi motiver à s'y expatrier en plus des autres avantages. Oui, à qui le dis-tu? À qui le dites-vous? Bien évidemment, si on est un homme en France, on a 25, 30 ans, 40 ans, ou peut-être plus, on est divorcé, on est en général, si on est comme nous, on a une société qui ne nous ressemble plus, on est avec des valeurs dans lesquelles on ne se retrouve pas. Souvent, ce que l'on a à la clé, c'est la misère sexuelle et conjugale. On ne va pas y aller par 36 chemins, c'est la réalité. Je pense que si tu me poses cette question-là, c'est parce que tu n'as jamais voyagé dans un pays slave. Sinon, tu aurais la réponse. Les femmes slaves, on ne va pas tomber dans les clichés, mais effectivement, elles sont en général, si on les compare aux Européennes de l'Ouest, extrêmement jolies, extrêmement féminines, extrêmement hot, pour rester correct, mais aussi elles ont des valeurs, je dirais, de femmes normales. Par rapport à ce qu'on va trouver en Europe de l'Ouest, elles sont, on va dire, plus traditionnelles. Elles ont leur rôle, mais toi, tu as le tien. Il ne faut pas oublier cette seconde partie, de toi, tu as le tien. Moi, et ça les gens ne le savent pas, mon premier business sur Internet traitait spécifiquement de refaire sa vie avec des femmes slaves, principalement Russie, Ukraine à l'époque. C'était mon premier business sur Internet. À l'époque, moi, j'avais divorcé il n'y a pas longtemps, ma femme était russe d'ailleurs, donc j'avais divorcé il n'y a pas longtemps, j'étais rentré en France pendant un moment, je me suis dit putain, le marasme. Et là je m'étais dit, mais il y a plein de gars dans ton cas qui peut-être seraient heureux avec une femme slave. Et donc c'était mon premier business sur Internet. Après, je l'ai arrêté parce que j'attirais beaucoup de cassos. Je veux dire, souvent le type qui trouve pas de femme en France, c'est pas pour rien, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas toi, c'est pas de toi dont je parle ici. Je comprends ta question et je comprends d'où elle vient. Et pour te répondre, de tous les pays que j'ai connus et les pays slaves, la Biélorussie pour moi serait un petit peu le meilleur compromis parce que les femmes ici sont des femmes slaves, féminines, jolies, sexy, mais avec des valeurs familiales plus marquées. Ce qui n'empêche pas les divorces, mais je veux dire, c'est ici qu'elles sont le plus sincères, c'est ici qu'elles sont le moins vénales, c'est ici qu'elles sont le plus fiables. Donc, des opportunités, je vais te donner un chiffre et je pense qu'il est parlant. Mes clients qui se sont installés ici, en moyenne, ils ont été casés au bout de 3 semaines. Et ils ne sont pas venus avec la première venue. Ils ont eu quelques dates, quelques rendez-vous, et au bout de 3 semaines, j'ai dit waouh, mais ça c'est une fille géniale. Et moi-même, quand je suis venu ici, ça c'est un secret, ça reste entre nous. Au bout de 3 semaines, j'étais en couple, et puis c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc oui, je pense que réellement ça fait partie des attraits, ça fait partie des trucs en plus qui ne sont pas désagréables quand on s'expatrie, le fait de pouvoir trouver une chouette compagne. Et
Si ce n'est pour les gens qui tombent dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'ils courent sans arrêt la prochaine date, le prochain rendez-vous, puis s'en sortent plus, et au final pour eux ça devient un malheur, parce qu'au lieu de se poser avec une, ils deviennent fous et ils courent dans tous les sens, et après on les retrouve des années après où ils sont complètement... Mais celui qui est sérieux va trouver effectivement une femme sérieuse et normalement devrait connaître une histoire sérieuse et une chouette aventure, oui, c'est ce que je pense. Question suivante, mais décidément, hein, ça vous passionne le Bélarus, hein? Bon, moi aussi. Question suivante. Bonjour Simon, dans une optique d'expatriation au Bélarus, comment faire suivre l'argent? Faut-il vider notre compte en France? Faut-il ouvrir un nouveau compte au Bélarus? Si tu vis en Biélorussie, c'est ton pays, évidemment que tu y ouvres un compte, oui. C'est pas il faut, t'es pas obligé. Tu peux très bien ne pas avoir de compte au Bélarus, utiliser un compte à l'étranger et payer ici avec ta carte, retirer ici avec ta carte. Il y a même certaines néobanques qui vont te proposer d'un paiement dans le monde entier, des retraits sans frais. Mais si tu vis ici, je vois pas l'intérêt. Si tu vis ici, effectivement, tu as ton compte ici. Est-ce que tu dois le faire? Est-ce que c'est obligatoire? Non. Si tu as une activité ici que tu perçois des salaires, oui, c'est obligatoire. Mais sinon, non. Après, comment faire suivre l'argent? Par un virement, tout simplement. Il y a d'autres solutions, et il m'arrive parfois de les utiliser, mais on va dire que la solution la plus évidente, c'est de faire un virement, ça s'appelle un virement SWIFT, depuis ton compte français à ton compte biélorusse, facile, sans problème. Il y a quelques frais, mais c'est pas énorme non plus. Est-ce qu'il te faut vider ton compte en France? Ça dépend de toi, ton choix. T'es pas obligé, mais si tu veux, tu peux. Question suivante. Jean-Noël. Alors Jean-Noël, tu m'as fait un bel email. Je vais tenter de répondre à tes questions au point par point. J'apprécie beaucoup ta délicatesse sur le fait que voilà, tu me fais comprendre que je ne suis pas obligé de tout répondre comme ça. Après, on peut se parler en privé aussi, hein. Mais voilà, je vais aller au point par point. Donc, j'aurai plusieurs questions qui concernent le Bélarus et la possibilité de s'y installer. Qu'en est-il de la situation au Bélarus par rapport au Covid? Ok, tu me parles des restrictions en Albanie, en Hongrie, en Europe. Ouais, on le sait, hein. L'Europe, c'est la France. Ne cherchez pas beaucoup plus loin. Ce qui se passe en France, ça se passe en Europe. Ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Australie, ça se passe en Grande-Bretagne, ça se passe du côté des Atlantis. Ça se passe sur la zone d'influence américaine. Il faut en sortir si vous voulez trouver quelque chose de différent. Donc, la situation Covid en Biélorussie, pas grand-chose à dire à ce sujet. La vie normale. Personne n'est forcé de se vacciner. Personne n'est interdit de sortir de chez lui. Personne ne doit respecter un couvre-feu. Personne ne doit fermer son commerce, son bar, son restaurant, sous prétexte que. On va où on veut, quand on veut, ça a toujours été le cas, ça n'a jamais été différent. La vaccination, elle n'est pas obligatoire. On a le vaccin russe, le vaccin chinois, Sputnik, Sinovac, dispo partout, gratuitement pour n'importe qui. On peut porter un masque si on a envie, mais on n'est pas obligé si on n'a pas envie, nulle part. Il y a eu une époque où on a demandé aux gens de porter le masque. Alors il y en a beaucoup qui n'ont pas suivi ça, puis on ne les a pas embêtés, il n'y a personne qui a eu d'amende, en tout cas à ma connaissance. Mais on nous demandait dans certains supermarchés, quand on arrivait à la caisse, par respect pour la caissière, pour ne pas lui postillonner dessus, de mettre son masque. C'est le seul moment où on m'a demandé de mettre mon masque. J'ai pas souvenir ailleurs, uniquement dans certains supermarchés à la caisse. Mais depuis, c'est même plus le cas, parce que on a décrété que c'était interdit d'obliger les gens de porter un masque. Quelqu'un de très haut placé ici a dit que c'était une muselière, et ma foi, je le rejoins là-dessus. Donc, Covid ici, RAS, la vie normale, vous mettez un masque si vous voulez, vous faites vacciner si vous voulez, vous le faites pas si vous voulez pas, et ma foi, c'est normal. Il n'y a rien d'autre à dire. Je sais que ça paraît dur à concevoir quand on vient de France et qu'on s'est fait matrixer le cerveau là depuis 2 ans, mais ici, c'est comme en France avant, si ce n'est que des fois on croise des gens avec un masque, mais parce qu'ils veulent le porter. Et c'est tout. Personne ne vous force à faire quoi que ce soit. C'est la vie normale. Question numéro 2, donc toujours Jean-Noël, dans l'affirmative. Donc l'affirmative, effectivement, je confirme le fait qu'en Biélorussie, niveau Covid, on est tranquille. Peut-on vivre sans trop craindre un revirement du même style que celui de la Bulgarie? Je sais, vous n'avez pas de boule de cristal, mais tout de même, vous avez au moins une idée ou même un feeling, et ni l'un ni l'autre ne vous engage. Non, effectivement, je ne peux pas m'engager sur l'avenir et sur les décisions du pays. Mais mon feeling,
très sincèrement, je ne vois pas jusqu'à présent un indice qui me laisserait penser que ça pourrait tourner façon la Bulgarie. Parce que la Bulgarie fait partie de l'Union européenne. Elle est sous la botte de Bruxelles, qui est sous la botte des Américains. Et donc, qui dit la botte des Américains, dit l'intérêt des Américains, dit l'intérêt des... Bon, je vais arrêter de parler de ça, je vais me faire censurer. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, la Bulgarie n'est pas un pays souverain. La Biélorussie, oui. Jusqu'à présent, on peut trouver des vidéos, des images sur Internet. Le président a interdit à qui que ce soit de forcer, par exemple, un employé à se faire vacciner et a interdit de sanctionner, de verbaliser les gens qui refusaient de mettre le masque. Donc je ne vois pas un revirement à l'horizon, non, ça me paraît inconcevable. Après, la vie est faite de surprises, mais si j'en juge par toutes les données que j'ai jusqu'à présent, non, RAS. Toujours dans l'affirmative, donc c'est ta troisième question. Quelle est la principale difficulté pour rentrer et s'établir dans le pays? Je suis seul, retraité avec un passeport français. Eh bien, je te dirais que la difficulté principale pour partir de France et venir en Biélorussie, c'est de le décider. Si tu me contactes demain et tu me dis « Simon, je veux partir de France, je veux venir vivre en Biélorussie », bah, sous un mois, tu seras en Biélorussie et tu n'en repartiras que si tu le désires. Or, évidemment, événement extraordinaire, un pépin, ça peut arriver, mais si tout se passe normalement, comme c'est toujours passé avec tout le monde jusqu'à présent, je prends un délai large, je te dis un mois. Donc effectivement, la difficulté principale pour toi, c'est sans doute de prendre ta décision, parce que je sais que c'est pas facile, mais c'est le seul obstacle, ta décision, entre où tu es aujourd'hui et où tu seras dans un mois, grosso modo. Et excuse-moi, je me permets de te tutoyer, mais ça m'est venu, voilà. Quatrième question, l'anglais est-il suffisant pour vivre? Je réponds vraiment à toutes tes questions parce que je pense qu'elles sont intéressantes pour tout le monde, hein, sincèrement. Hein. L'anglais est-il suffisant pour vivre, faire ses achats et quelques démarches éventuellement? Est-il aisé de trouver un logement en ville? L'anglais, alors pour tout dire, hein, moi je connais des gens qui vivent ici depuis 20 ans, 25 ans et qui ne parlent que le français. Quasiment que le français. Est-ce qu'ils vivent? Oui. Quand ils ont certaines démarches administratives, ils prennent une interprète, une traductrice avec eux et ils se débrouillent. Et ils ne parlent même pas l'anglais, hein, je dis, ils ne parlent que le français. Après, est-ce qu'il est souhaitable de vivre ici en ne parlant que l'anglais? Non. Est-ce que c'est possible? Oui. Oui, oui, oui. Moi, j'ai vécu en Russie, je parlais que l'anglais, hein, c'était la galère, mais voilà, je m'en sortais. Ensuite, on peut s'en sortir, c'est pas l'idéal, mais du moins dans un premier temps, c'est tout à fait faisable. L'écrasante majorité de mes clients qui ont déboulé ici, ils ne parlaient pas le russe en arrivant, et ils l'apprennent à présent. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Est-il facile de trouver un logement en ville? Конечно, да, oui, bien sûr. Pas de souci là-dessus, on trouve un logement quasiment du jour pour le lendemain. Sixième, une idée du coût de la vie. Je comprends que cela fait beaucoup de questions et que si tout le monde fait comme moi, vous n'êtes pas sorti du bois, oui, mais j'apprécie, je reviens au vouvoiement, j'apprécie votre délicatesse, mais je pense que vos questions, tes questions, on fera comme on veut, elles sont intéressantes pour un tas de gens. Le coût de la vie, bah, ça dépend de ce qu'on fait, mais celui qui a sa retraite, je sais pas, de 1000 € par mois, bah, il peut vivre au Bélarus très bien. Il peut vivre au Bélarus comme s'il avait 2000 € en France, comme s'il avait 3000 € à Paris. Donc oui, il peut vivre tout à fait normalement. Après, bien sûr, hein, s'il loue un appartement de 100 mètres carrés au dernier étage dans les plus beaux quartiers, ces 1000 € ils vont pas lui suffire. Ça dépend. Mais celui qui vit normalement, on va dire, si avec votre retraite, ta retraite, je sais plus, tu vis en France et tu transposes ton style de vie ici, bah, c'est sûr que ça va être une super embellie. C'est la fin des questions. Merci de les avoir posées, je pense qu'elles sont intéressantes. Suivant. Suivant, donc on protège l'anonymat. Bonjour, suite à nos échanges sur YouTube concernant votre dernière vidéo, moi je souhaite investir dans une maison de campagne avec un petit peu de terrain en Biélorussie, pas très loin d'une grande ville, et qu'elle soit classée habitable. Oui, si elle n'est pas classée habitable, ne l'oubliez pas, c'est problématique. On rentrera plus tard dans ce genre de détails, mais c'est important. Budget 20 000 €, même si elle est à rénover entièrement, est-ce que cela ne pose pas de problème? Ben, c'est-à-dire que si elle est à rénover entièrement, sous-entendu que tu ne peux pas y habiter. Donc, éventuellement, ça peut être problématique, mais elle peut être pas très jolie, habitable néanmoins, et être rénovée dans le temps. Oui, ça se fait. J'ai quelques questions. Peut-on ouvrir un compte chez Belarus Bank en étant étranger et non résident et faire des transferts de Belgique?
Ah, ce qui m'étonne, c'est que tu as bloqué cette banque-là. Pourquoi pas une autre? Je pense que tu n'es pas bloqué sur Belarus Bank. Donc, est-ce qu'il est possible d'ouvrir un compte au Belarus sans être résident? Oui. Selon les banques, on va demander plus ou moins de justificatifs, mais oui, il y a des gens qui l'ont fait, des gens qui le font, donc oui, c'est possible. Comment on transfère l'argent depuis la Belgique? Virement Swift, depuis ton compte à ton compte. Easy. J'ai entendu récemment, en tant qu'étranger, on ne pouvait pas être propriétaire d'un terrain, que c'était des bails renouvelables. Pour en avoir plus de précision, est-il un loyer à payer dessus ou une taxe si on exploite le terrain avec potager ou quelques animaux? Vaste sujet, vaste sujet. Pour faire très simple, ça ne va pas vous embêter en pratique. Mais si on va dans la réalité juridique et notariale de la situation, effectivement, quand vous achetez une maison à la campagne avec un jardin, ce que vous achetez, vous, en tant qu'étranger, c'est le jardin, c'est la maison, je veux dire. Le jardin, il est propriété de l'État. Le sol, la terre de la Biélorussie, quand on a mis tous les lopins de terre les uns à côté des autres, on a la Biélorussie. Et la Biélorussie, elle n'est pas à vendre, et j'adore dire ça d'ailleurs. Donc en fait, ce que vous avez, vous, sur votre terrain, c'est un bail amphithéotique. C'est un bail de 99 ans, renouvelable, transmissible, et il y a effectivement quelques frais qui s'ajoutent. Mais franchement, en pratique, ça ne fait pas de différence et les frais, ils sont franchement négligeables. Mais si on va sur la réalité juridique de la chose, effectivement, vous n'êtes pas propriétaire du terrain, mais seulement de la bâtisse. Oui. En pratique, vous ne prenez pas encore la tête avec ça, on est cool avec ça. On peut développer plus loin, mais voilà, grosso modo, un petit round-up de ce point-là. Existe-t-il des centres de formation en langue russe ou biélorusse? Конечно, да. Oui, il y a des écoles, des centres de formation, des universités pour apprendre le russe et le biélorusse, à Minsk et ailleurs en Biélorussie, bien sûr, et aussi un bataillon de profs particuliers. Faites-vous de l'accompagnement sur place, je décide d'acquérir un bien, démarche notaire, banque, vérification du bien s'il n'y a pas de dette. Oui, on fait ça et on fait de la création de sociétés pour les gens qui ont besoin d'une société, qui sont actifs. On fait de l'accompagnement en acquisition, en investissement avec un conseil au niveau du type de bien à acquérir, des erreurs à éviter. Et l'accompagnement juridique, effectivement, pour sécuriser les contrats. Nous faisons tout ça, on l'a fait, on en a parlé, il y a des vidéos d'ailleurs sur le sujet, j'ai fait des vidéos sur le sujet et tu peux me poser plus de questions en direct si tu veux, mais oui, pas de souci, on fait cela. Dernière question, peut-on venir en Biélorussie en voiture via la Lettonie ou la Pologne ou la Lituanie et prendre avec nous des affaires personnelles en camionnette, style meubles, TV, lecteur DVD? Alors, avant tout, franchement, ramener des meubles, une télé, des DVD, ça va coûter plus cher de les ramener que de tout racheter ici. Hein. Je pense que les vendre en France et tout racheter ici, c'est s'éviter une grosse galère et c'est même gagner de l'argent. Après, est-ce qu'on peut franchir la frontière terrestre? Ça dépend de ton statut et ça dépend un petit peu aussi du bon vouloir de la Pologne. Bon, ils ont arrêté de nous menacer maintenant avec le fait de fermer définitivement la frontière pour tous les passages. Mais éventuellement, on ne sait jamais, ils peuvent remettre ça au goût du jour. Est-ce que tu as le droit de franchir la frontière? Ça dépend de ton statut, et ouais, ça dépend de ton statut. Donc, à voir au cas par cas. Question suivante. Donc, tu m'as pas précisé, je préserve ton anonymat. Bonjour Simon, penses-tu que tu seras toujours en Biélorussie dans 10 ans? C'est une question intéressante. Alors, avant tout, j'avais pas prévu de venir un jour en Russie. Et j'avais encore moins prévu d'y rester. Il y a 15 ans en arrière, si on m'avait parlé du Bélarus, j'aurais dit, ça va ou quoi? Tout ce que je savais à l'époque, c'était les 2-3 infos qui avaient filtré jusqu'à mes oreilles, je veux dire des infos des médias occidentaux, des médias français. Je n'en avais pas une très bonne opinion. Hein. Aujourd'hui, on casse du sucre sur le Bélarus en permanence. Mais à l'époque, c'était pas beaucoup mieux, vous savez. Donc, j'avais pas prévu d'y venir, j'avais pas prévu d'y rester. Mais comme le disait John Lennon, me semble-t-il, la vie, c'est ce qui se passe quand nous, on est occupés dans notre coin à faire nos projets. Donc, on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas ce que la vie a en réserve pour nous, et après, c'est un petit peu à la grâce de Dieu. Hein. Il y a la santé qui rentre en compte, il y a tous les imprévus. Pour ma part, aujourd'hui, c'est certain, j'ai aucune envie d'en sortir. Je suis sorti une fois du Bélarus depuis que je m'y suis établi, et j'ai pas aimé du tout l'expérience. En fait, ici, on est dans une bulle, on est dans un cocon, on est protégé, on a la chance d'avoir un État qui nous protège de toute la folie qui s'est emparée du monde. Et c'est pas nouveau. Mais depuis 2020, ça s'est accéléré, ça s'accélère et c'est de pire en pire. Quand on ressort d'ici, par contre,
on est jeté dans le grand bain de la folie du monde. On dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vrai que, en fait, j'ai peur de sortir. Sincèrement, dès que je sors, pour moi, c'est une sale expérience. Donc, dans les 10 ans à venir, aujourd'hui, non, je n'ai aucunement à l'idée de sortir de là. Peut-être, effectivement, aller plus souvent en Russie. Au sein aussi de la création de l'État d'Union, Fédération de Russie, Biélorussie, on en a parlé plus en détail dans un live avec Kublai. Encore lui, encore une fois, il va vraiment penser qu'on est à fond sur lui. Hein. Mais on en avait parlé, donc sans rentrer ici dans le détail, sans retourner dans le détail, on prévoit à l'avenir, même dans un avenir relativement proche, hein, une libre circulation des résidents entre les deux pays. Pour les citoyens, c'est déjà fait. Ça voudrait dire que je pourrais passer plus de temps, plus facilement en Russie, même si franchement, aujourd'hui, avec mes visas, je peux passer tout le temps que je veux déjà en Russie, mais voilà, j'imagine plus de mobilité au sein de l'espace russophone dans l'avenir. Après, retourner vivre en Europe, retourner vivre dans la sphère d'influence des Américains, des États-Unis, non. Non, la seule raison qui ferait, très sincèrement, et à ce moment-là, je me tirerais d'ici, mais en moins de 24 heures, c'est si le pays tombait dans l'escarcelle des mondialistes, des atlantistes, de tout ce que, voilà. On peut l'appeler comme on veut, hein, les gens qui veulent, vous savez, mettre la main sur le monde et qui, au niveau de l'Occident, y arrivent plutôt très bien jusqu'à présent. Mais quand je vois la solidité du pays, vous savez, c'est dans les épreuves que l'on se rend compte de la solidité. Et ici, le pays a traversé des épreuves, hein. Tentative de révolution colorée, déstabilisation de toutes parts, tentative d'assassinat du président, désinformation à n'en plus finir, sanctions, on a eu 5 vagues de sanctions, et la dernière, elle est tombée la semaine dernière. Et le pays, systématiquement, a traversé ça calmement, voire même, il se renforce au fur et à mesure. Donc de ce fait, je ne l'imagine pas, comme l'Ukraine à l'époque, basculer, on va dire, selon moi, du mauvais côté, de l'autre côté dans tous les cas. Si c'était le cas, moi j'ai connu l'Ukraine de Maïdan, j'ai connu ces événements-là, sincèrement, c'est le cauchemar. Et l'Ukraine, depuis, on voit le résultat. Si ça devait se produire ici, très clairement, hein, j'aurais dégagé en 24 heures. Mais je ne pense pas que ça se produise, j'ai même la conviction profonde que ça n'arrivera pas, parce que j'ai conscience de la solidité du pays, je vois ce qui s'y passe. Retourner vivre en Europe, retourner vivre dans la sphère d'influence américaine, donc retourner vivre de l'autre côté, sincèrement, quand je vois où vont les choses, hein, et ils arrivent plutôt bien à amener les choses là où ils veulent, et en accélérer. On s'en rend pas tout à fait compte ici, mais évidemment, quand je lis la presse française, j'hallucine. J'hallucine de l'idéologie et de l'impact, de l'emprise qu'elle a sur les gens. Les gens trouvent aujourd'hui normal des choses qui étaient impensables à 10 ans en arrière. Et selon moi, c'est un progrès qui ne va pas dans le bon sens. Et ça va s'accélérer, ça va être de pire en pire. Donc quand je vois où est-ce qu'ils veulent mener ces pays-là et où est-ce qu'ils arrivent à les mener avec un succès remarquable hein, jusqu'à présent, sans vraie opposition, sincèrement, non, j'ai la conviction profonde que je n'y ai plus ma place et que plus le temps passera et plus ça ira dans le sens qu'ils veulent, vous savez, la culture woke et tout ça, tous ces trucs qui me paraissent dingues, et j'y aurai de moins en moins ma place. Merci d'avoir posé la question. Et le hasard, hein, vous allez penser que je l'ai fait exprès, mais non, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est le meilleur pour la fin. C'est la dernière question donc. Salut Simon, pourquoi tu n'as pas voulu m'aider à venir en Biélorussie? Donc si tu regardes cette vidéo, je te réponds, et puis j'en ai parlé aussi dans la vidéo précédente. Si j'ai pas voulu t'aider, parce que je sais qui tu es, tu m'as envoyé plein d'emails. Si j'ai pas voulu t'aider pour t'installer en Biélorussie, c'est parce que tu veux pas t'installer en Biélorussie, mais en fait tu veux partir d'un pays d'Afrique, que je te fasse je ne sais trop quel papier, comme si j'avais ce genre de pouvoir, pour que tu puisses transiter par la Biélorussie et rentrer illégalement en Europe. Voilà pourquoi j'ai pas voulu t'aider. Parce que tu me demandes de faire un truc qui est illégal, tu me demandes de faire un truc qui est contre mes principes, et en plus tu me mens en me disant que tu vas faire du tourisme et je ne sais quoi. Donc voilà pourquoi j'ai pas voulu t'aider, et effectivement je t'aiderai pas, et les gens qui me demanderont ce genre de choses, bon là je prends la peine de te répondre en public, tu vois, mais normalement effectivement je réponds même pas aux emails, comme j'ai pas répondu aux tiens, je répondrai pas à ceux des autres non plus, pour les raisons citées avant. Pour les autres, effectivement, pour pouvoir me poser vos questions et pour pouvoir avoir accès à mes solutions concernant le Bélarus, mais aussi simplement la liberté géographique, parce que c'est pas tout de vouloir venir au Bélarus, mais il faut voir comment vous allez y vivre, de quoi vous allez vivre. Ces solutions-là, c'est dans mes contacts privés, et c'est aussi aujourd'hui un petit peu la fête de mes contacts privés, puisque c'est la FAQ annuelle de mes contacts privés. Vous les rejoignez dans le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. C'est la fin donc de cette FAQ au sujet du Bélarus.
Je vais en faire 2 autres au sujet de la Corse et de la liberté géographique, mais ça va être beaucoup plus rapide parce qu'il y a beaucoup moins de questions. Je crois que vraiment, hein, aujourd'hui, la situation en France, la situation en Europe fait que le Bélarus paraît de plus en plus attractif. Les raisons qui m'ont amené ici, moi, elles sont diverses et variées. On ne les partage pas forcément tous. Pour la fin, je vous donnerai un petit mot de mise en garde. Parce que vous avez vu, je suis toujours très positif quand je parle du Bélarus. Parce qu'évidemment, ça me plaît. Je suis heureux ici, j'aime ce pays, donc j'en parle forcément positif. Mais gardez à l'esprit que en France, vous avez un tas de choses qui ne vont pas. On ne va pas les citer parce que si on les cite, on se fait censurer. Mais vous les connaissez. Le Bélarus, vous ne les aurez pas. Ces trucs qui vous saoulent en France, dont on ne peut pas parler, mais vous les connaissez, vous ne les aurez pas. Cela dit, vous n'allez pas avoir la France sans les points négatifs. Vous allez avoir un tout autre pays avec une toute autre culture, d'autres gens, d'autres façons de vivre. Soyez tout de même préparés à ça. C'est pas la France sans les mauvais côtés avec les bons côtés. C'est un autre pays qui n'a pas les mauvais côtés de la France, qui a ses propres bons côtés par contre. Préparez-vous au fait que vous changez réellement quelque part de paradigme. Voilà, c'est un petit mot de mise en garde. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Cliquez s'il vous plaît sur le pouce, je suis tellement fatigué, je ne sais même plus ce que je dis. Cliquez sur le pouce vers le haut là parce que ça aide au référencement de cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao.